Bien, eh bien écoutez, bonjour à tous et merci à tous ceux qui sont là et à tous ceux qui nous verront à distance. Alors je voudrais d'abord préciser en quelques mots en quoi il peut être intéressant de parler de la géographie historique de Paris au temps de la Commune. Dans mon esprit, reconstituer ce passé géographique en analysant l'espace parisien à l'instant T que constitue la Commune peut nous permettre de mieux comprendre à la fois la nature et le fonctionnement de la commune, et aussi d'appréhender un certain nombre de mutations qui interviendront ultérieurement dans la capitale. Alors, dresser la géographie historique de Paris durant la Commune est en fait un exercice assez complexe, plus complexe que ce que je pensais au départ, mais enfin, voilà, qui pourrait être défini comme la superposition, voire parfois la confrontation de différentes cartes, parmi lesquelles 4 me semblent particulièrement importantes. Donc, ce sont de ces cartes que je vais vous parler. Dans l'ordre, la carte de Paris-la-Ville, qui relève essentiellement de la géographie urbaine, puisqu'on parle ici d'une ville qui est alors en pleine transformation, qui est marquée par des changements considérables, sur lesquels viendront se greffer d'autres évolutions dues directement ou indirectement à la commune. La deuxième carte est celle de la géographie politique, et en parlant de cette géographie politique, j'insisterai beaucoup sur les déplacement des lieux de pouvoir pendant la commune et l'apparition aussi de lieux symboliques de la commune. La troisième carte est celle que j'ai baptisée, faute d'autres termes, celle de l'engagement communard, qui relève de la géographie humaine, mais pas seulement, comme on le verra. Et enfin, la dernière carte dont je vous parlerai brièvement, c'est celle des opérations militaires, qui englobe Paris, mais aussi la proche banlieue sud et ouest, et carte qui doit inclure celle des incendies et des destructions, parce que vous verrez qu'il y a un certain nombre de choses à en dire. Alors, j'ai parlé de superposer les cartes, c'est un peu rapide. En fait, une simple superposition est insuffisante, car elle aboutirait à une vision largement statique de la situation, alors que la dimension dynamique est également à prendre en compte, comme on le verra sur plusieurs points. Alors, Paris-la-Ville. Parlons donc d'abord de Paris-la-Ville et de géographie urbaine. Ce qui nous ramène un petit peu avant la Commune. En l'espace d'une génération, la configuration spatiale de Paris a beaucoup changé. D'abord, le nombre des arrondissements est passé de 12 à 20, avec l'absorption des communes suburbaines en 1860. Ensuite, la population a doublé en l'espace d'une génération, passant de 1 million de personnes en 1850 à 2 millions en 1870. Ce qui fait de Paris à la fois de loin la plus grande ville du pays et aussi la troisième ville au monde. Pratiquement les 3/4 des habitants de Paris sont des provinciaux, proportion d'ailleurs qu'on retrouvera parmi les insurgés de la Commune. Provinciaux qui sont venus s'installer dans la capitale à la recherche d'un emploi, à cause des grands travaux haussmanniens notamment, mais pas seulement, et aussi parce qu'ils ont été poussés par le grand mouvement d'exode rural qui a déjà commencé à vider les départements et les campagnes françaises. Conséquence logique, la géographie intérieure de Paris s'est modifiée. Entre 1852 et 1870, donc les grands travaux d'Haussmann, ont redessiné et modernisé la capitale. Des quartiers entiers, des vieux quartiers entiers ont été démolis. Systématiquement, les ruelles étroites ont laissé la place à des grands boulevards rectilignes, des places dégagées qui facilitent les déplacements et qui faciliteront notamment les déplacements militaires. Tous les aspects de l'urbanisme ont été repensés et réglementés, l'adduction d'eau, les alignements de façades, le mobilier urbain, les monuments publics, etc. Enfin, un certain nombre d'édifices de prestige ont été construits, comme l'Opéra Garnier. Gigantesque chantier donc, qui a non seulement changé la ville, mais aussi entraîné une
transformation sociale en profondeur. L'accroissement de la population, le renchérissement des loyers a contribué à chasser progressivement du centre de Paris une bonne partie des habitants les moins fortunés, et il en a résulté un amoindrissement de la mixité entre les classes à l'intérieur de la capitale, et une ségrégation sociale de plus en plus marquée, due au déplacement progressif des Parisiens les plus modestes en direction, et des populations ouvrières, bien sûr, en direction des communes nouvellement annexées. On pense bien sûr ici aux travaux de Gérard Jacquemet sur Belleville, qui a formidablement décrit comment cette commune suburbaine était devenue une ville dans la ville tout en s'y intégrant. Alors que les riches et les moins riches ont longtemps vécu pratiquement au contact les uns des autres, voire dans les mêmes immeubles, mais pas aux mêmes étages quand même, ils tentent désormais de plus en plus à vivre chacun de leur côté. Donc aux plus fortunés, les arrondissements du centre et de l'ouest, à savoir 16e, 8e, 7e, plus une partie des 9e, 1er, 2e, 6e arrondissements. Et face à eux, et autour d'eux, des quartiers populaires, pauvres parfois, c'est le Paris des classes dangereuses qui inquiètent les possédants. Cette transformation de la ville a bien entendu eu des effets directs sur la géographie politique de Paris, et notamment sur sa géographie électorale. Les élections législatives de 69 ont été une victoire pour les Républicains modérés, qui ont obtenu 8 sièges de députés sur 9, mais quand même, à Belleville, c'est un républicain radical qui l'a emporté. C'est Gambetta, avec un programme qui prône non seulement la République, mais aussi la séparation de l'Église et de l'État, le mandat impératif, etc. Et pire encore, démissionnaire pour cause d'élections multiples, il est aussitôt remplacé par la bête noire de l'Empire, à savoir Henri Rochefort. L'année suivante, 1870, lors du plébiscite, Paris a de nouveau signifié son rejet de l'Empire, fut-il libéral. Mais tandis que le non l'emporte dans les quartiers populaires, obtenant jusqu'à 77% des voix à Belleville, les beaux quartiers, eux, votent oui. Alors, cette césure entre quartier populaire et quartier bourgeois se retrouvera, bien sûr, lors de l'élection de la commune le 26 mars. Un grand nombre de Parisiens aisés ont d'ailleurs quitté Paris dès la levée du siège pour partir se reposer à la campagne ou tout au début des événements sur ordre de tiers pour partir à Versailles. Ce qui, bien entendu, a aggravé le phénomène d'abstention massive dans les beaux quartiers. Pour l'ensemble de Paris, les candidats qui sont pro-communards recueillent 190 000 voix au total, contre environ 40 000 pour les tenants de l'ordre, en sachant qu'une grande partie de la bourgeoisie avait prôné l'abstention. Mais là encore, la répartition est très inégale. Montmartre se prononce à plus de 80% en faveur de la commune, et le 19e et le 20e font encore mieux, puisque le parti révolutionnaire frôle pratiquement les 100% de voix dans le 20e arrondissement. Donc derrière ce rapport de force électoral sans appel se cache un changement important, à savoir le déplacement du cœur révolutionnaire de Paris, du faubourg Saint-Antoine, et des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marcel vers Montmartre et Belleville, c'est-à-dire des quartiers excentrés. C'est donc fort logiquement que durant la Commune, qui constitue en soi un authentique moment de rupture, on peut noter un déplacement des lieux de pouvoir et l'apparition de lieux symboliques propres à l'événement, et lieux qui sont appelés à rester inscrits dans la mémoire collective et l'imaginaire parisien. Alors, à propos du déplacement des lieux de pouvoir, notons d'abord que certains lieux de pouvoir traditionnels sont temporairement désertés, comme le Palais Bourbon, le Sénat ou encore le Conseil d'État. Et il ne s'agit pas seulement de rompre avec le passé, mais aussi de traduire dans les faits la volonté de la Commune de ne pas apparaître comme un gouvernement national, simplement un gouvernement parisien.
Dans cette même catégorie, on peut également mentionner le palais des Tuileries, qui sera non seulement déserté et détourné, notamment pour y donner des concerts populaires, mais qui sera aussi finalement pillé et incendié parce qu'il symbolise l'Empire Oni. D'autres lieux qui ont historiquement été des lieux de pouvoir le restent sous la commune, mais on note quand même une rupture assez nette entre leur fonction passée et la réalité de l'instant. Alors quand on essaie de dresser l'inventaire des lieux de pouvoir durant la commune, on s'aperçoit qu'ils sont à la fois multiples et de différentes natures. Alors il y a d'abord les lieux du pouvoir central. Le premier d'entre eux, évidemment, c'est l'hôtel de ville. C'est là que siègent les élus de la commune, qu'ils délibèrent, qu'ils arrêtent toutes les décisions liées à l'exercice du pouvoir communal. C'est aussi, depuis l'hôtel de ville, que la commission exécutive s'efforce de coordonner le travail des 9 commissions qui fonctionnent comme autant de ministères collectifs. L'hôtel de ville est donc incontestablement le cœur du pouvoir communal, celui qui garde aussi la plus forte portée historique symbolique. On sait que depuis 1789 et la prise de la Bastille, l'histoire de Paris a été marquée par une longue série de journées, entre guillemets, d'émeutes, de révolutions, qui ont souvent décidé du sort politique de la France tout entière. Et dans ces moments-là, la prise de l'hôtel de ville venait symboliquement consacrer la victoire des insurgés. C'est aussi le cas durant la Commune, d'autant plus que la ville vient tout juste, avec la Commune, la ville va recouvrer la plénitude des droits municipaux dont elle avait été privée sous l'Empire, à l'époque où la capitale était régentée d'une main de fer par le préfet Haussmann et par le préfet de police Pietri. Mais notons quand même que bien qu'ils en aient fait le centre de leur pouvoir, les sentiments des communards vis-à-vis de l'hôtel de ville restent ambivalents, comme l'a très bien souligné Éric Fournier. Ainsi, pour Lissa Garet, communard et historien de la commune, l'hôtel de ville n'est rien d'autre, je cite, que la vieille maison témoin de tant de parjures, où tant de fois le peuple installa les pouvoirs qui le mitraillèrent. À côté et en lien avec ce pouvoir central politique, il y a un ensemble de lieux de pouvoir concernant la conduite des affaires militaires, de la justice, de la police, des relations extérieures, celles qu'on pourrait qualifier d'une certaine manière de régaliennes. D'abord la commission de la guerre, évidemment, qui dépend directement de la commune, et dont l'importance est évidemment fonction de l'importance de la dimension militaire dans la lutte de la commune pour sa survie. Même si le pouvoir de la commission de la guerre est contesté par une multitude de comités et de sous-comités, ainsi que par le comité central de la garde nationale. J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Nous avons aussi la place Vendôme, où siège l'état-major de la place. La cour martiale, qui est installée rue du Cherche-Midi, à l'hôtel des conseils de guerre. Et là, c'est plutôt la dimension symbolique qui est importante, parce que les fonctionnements un peu erratiques de la cour martiale attestent des hésitations de la commune sur elle-même. La préfecture de police. Qui est, avec l'école militaire, le principal point d'appui du parti blanquiste dans sa stratégie de noyautage du pouvoir. Relativement peu nombreux mais déterminés, les blanquistes ont su d'emblée s'imposer dans un certain nombre de postes clés dans les ministères, dans les états-majors, dans la garde nationale, mais ils agissent sans véritable coordination parce qu'ils sont privés de leurs mentors emprisonnés dans le sud de la France, et ils s'efforceront très vite de dissimuler leur impuissance grandissante derrière la dérive autoritaire de certains d'entre eux, comme l'a souligné Maxime Jourdan. À côté de ce pouvoir central, il existe aussi de nombreux lieux où s'exerce un réel pouvoir décentralisé. Ces lieux ont certes pour objet de relayer l'action du conseil communal, mais ils ont aussi parfois tendance à s'y opposer, ou au moins à le contrecarrer. Parmi eux, on peut en citer quelques-uns. Bon, il y a les mairies d'arrondissement, qui jouent un grand rôle
dans de nombreux domaines et n'hésite pas à multiplier les initiatives en matière d'aide et d'entraide aux populations, mais aussi de politique scolaire, etc. Il y a l'école de la rue Basse-Froid, où siège le comité central de la garde nationale, qui va fonctionner durant tout l'épisode communaliste en concurrence plus ou moins directe avec l'hôtel de ville et la guerre. Le leitmotiv étant, au conseil communal, le politique, à la garde nationale, le militaire. Autre lieu de pouvoir, ou au moins d'influence, pour tout ce qui touche aux affaires sociales, la corderie du Temple, qui abrite la délégation des 20 arrondissements, qui abrite le Conseil fédéral de l'Association internationale des travailleurs et un certain nombre d'associations ouvrières. Et on sait que plusieurs dirigeants ouvriers et internationaux de premier plan figureront parmi les membres de la minorité de la commune qui va progressivement se constituer au sein du conseil communal. Enfin, il y a les multiples comités de quartier, les clubs, qui sont les lieux où s'exprime la parole populaire. En libérant la parole publique, la proclamation de la République le 4 septembre 1870 a encouragé la naissance de nombreux clubs qui s'inscrivent dans la tradition des sociétés populaires de la Révolution. Espace de contribution horizontale d'une parole populaire et politique, selon la formule de Quentin de Luermoz qui est assis juste devant moi, ces clubs ont un but triple: informer, éduquer, donner la parole au peuple. Né de l'effervescence spontanée qui accompagne la commune, cette forme d'organisation spécifique a permis la mise en pratique d'une forme de démocratie directe, originale, inventive, au caractère profondément libertaire. Comme l'a montré notre collègue américain Martin Philip Johnson à travers son analyse de la rhétorique et des pratiques des clubs révolutionnaires de 70-71, ils ont favorisé l'expression d'une culture populaire, originale et influente. On constate donc, au final, que les lieux de pouvoir sont passablement dispersés durant la commune, ce qui est révélateur à la fois de la nature même du pouvoir que celle-ci entend exercer, c'est-à-dire un pouvoir décentralisé et pluriel, mais aussi de son incapacité à prendre certaines décisions et à les faire appliquer. Au fil des jours, l'importance relative du pouvoir qu'incarne chacun de ces lieux va parfois évoluer. Par exemple, les clubs vont gagner en puissance à mesure qu'ils s'organisent. Tout comme le comité central de la garde nationale va s'efforcer d'empiéter sur les prérogatives de l'Assemblée communale avec un succès grandissant. Tandis d'ailleurs que les minoritaires vont s'éloigner de l'hôtel de ville pour retourner vers les arrondissements. On mentionnera aussi pour mémoire qu'à la toute fin de la commune, l'évolution de la situation militaire va déplacer le cœur du pouvoir communaliste de l'hôtel de ville vers la mairie du 11e, pendant la semaine sanglante au début, puis la mairie du 20e. Enfin, la commune aura aussi ses lieux symboliques, avec des changements qui attestent d'une société divisée et qui se cherche des bases nouvelles. Plusieurs lieux symboliques traditionnels sont détournés, tels que le palais de la Légion d'honneur, ou encore l'Arc de Triomphe qui est transformé en observatoire avec une batterie d'artillerie au sommet. D'autres sont détruits, comme la colonne Vendôme, la maison de Thiers, où ont failli l'être, comme la chapelle expiatoire, la Sainte-Chapelle, Notre-Dame. Mais la vie de la commune sera trop brève pour lui laisser le temps de construire sa propre symbolique, à l'exception peut-être des funérailles en grande pompe organisées au Père-Lachaise pour les communards tombés au champ d'honneur. Les lieux symboliques de la commune le deviendront en fait ultérieurement, en rapport essentiellement avec les événements survenus durant la commune. Sur un plan politique, plusieurs quartiers y gagneront une réputation durable pour
Pour être clair, Belleville, contestataire, Montmartre, Montaventin de la démocratie, etc. Mais la mémoire historique restera surtout marquée par les événements de la semaine sanglante. Évidemment le mur des fédérés, bien entendu, mais aussi la rue des Rosiers, qui a vu à la fois la mort des généraux au premier jour de la Commune et l'exécution de Varlin à la toute fin de la Commune, la villa des otages rue Axo. Le 29 mai aura lieu une manifestation à la rue Axo organisée par ceux qui ne sont pas les amis de la Commune. Également des lieux ayant un rapport avec la répression, l'abattoir de la caserne Lobo, le Luxembourg, le square Saint-Jacques, etc. La fin tragique de la Commune conférera aussi à certains quartiers une dimension symbolique renforcée à cause des débats féroces qui s'y sont livrés. Par exemple, la butte aux Cailles, la place Voltaire, Belleville encore, évidemment, et le Père-Lachaise. Donc, on voit bien à quel point la géographie des lieux de la Commune est en rapport direct avec son histoire. La troisième carte pourrait être celle de l'engagement communard et des lieux d'action. Alors, c'est une carte qui relève à la fois de la géographie humaine, de la géographie politique et de la sociologie. Il s'agirait en fait de rechercher des éléments de réponse à une série de questions aussi centrales que complexes. Qui est communard ? Qu'est-ce qu'un communard ? Comment et pourquoi devient-on communard ? On a déjà à ces questions des éléments de réponse de nature sociologique avec les travaux de Jacques Rougerie sur la sociologie d'une population insurgée, ou encore des éléments de réponse de nature politique concernant les déterminants qui ont pu pousser les insurgés à s'engager. Bon, pour résumer, on peut dire que républicains, les communards étaient patriotes parce que la France était la patrie de révolution, et en tant qu'ouvriers, ils étaient parisiens, ils étaient pour une révolution démocratique et sociale, parce que Paris était le bivouac des révolutions. D'accord. Mais il me semble tout aussi intéressant de se pencher sur le point de savoir dans quelle mesure il a existé également des déterminants géographiques. C'est Robert Toms, notre collègue anglais, qui a le premier attiré notre attention sur des incohérences troublantes. Il est en effet paradoxal de constater qu'un certain nombre de gardes nationaux ont continué de marcher et même parfois de combattre pour la Commune, alors qu'ils n'avaient pas voté pour elle lors des élections du 26 avril, tandis que d'autres qui avaient voté pour elle restaient passifs. Cela implique donc qu'il faut chercher d'autres pistes. Alors évidemment, la deuxième quinzaine de mars, des raisons d'ordre conjoncturel peuvent indéniablement avoir joué pour expliquer le ralliement à la Commune d'une fraction considérable de la petite bourgeoisie urbaine, petits patrons, commerçants, qui se sont sentis menacés dans leur existence par la décision votée par l'Assemblée de supprimer le moratoire sur les effets de commerce. De même, un nombre considérable d'ouvriers alors au chômage dépendaient du versement de la solde de la garde nationale pour faire subsister leur famille. La menace agitée par l'Assemblée de supprimer cette solde a sans doute effectivement beaucoup joué. Mais, dès le début des opérations militaires, c'est-à-dire à partir du 2 avril, chacun comprend vite qu'il s'agit d'une véritable guerre, d'une guerre civile qui plus est, et que choisir son camp peut devenir lourd de conséquences. À ce moment-là, quels furent les ressorts susceptibles de faire perdurer l'engagement ? En dehors d'une adhésion idéologique motivée au projet communaliste, ils sont probablement à chercher dans l'environnement des fédérés. Bon, on peut emblée écarter la coercition, qui est restée relativement faible, même si il existait une loi sur la mobilisation obligatoire dans la garde nationale. Si pression il y a eu à l'origine de l'engagement, ce fut plutôt une affaire d'honneur, d'amitié, peut-être de mauvaise conscience, et c'est là qu'intervient l'importance des liens intracommunautaires et de voisinage. Les communards actifs formaient une multiplicité de groupes de voisins, d'amis, de camarades, d'où l'importance de comprendre comment fonctionnaient les interactions au sein de ces groupes.
Toms a notamment insisté sur la notion d'appartenance à une communauté de voisinage. On a marché pour rester fidèle aux amis, aux voisins d'immeubles, à la rue, au club, aux compagnons de cabaret, aux collègues d'atelier, au bataillon de la garde nationale à laquelle on appartenait. Et ces liens l'ont emporté sur les considérations politiques. Donc, dresser la carte de l'engagement communard et des lieux d'action en ciblant les quartiers, parfois la rue, plutôt que l'arrondissement, en regardant les domiciles des communards concernés, l'appartenance à tel ou tel bataillon de la garde nationale, les endroits où ils se sont battus, les barricades qu'ils ont défendues, devraient permettre au final une vérification empirique de ces hypothèses. Oui, bon, ça devrait aller. On dispose pour cela de 3 instruments majeurs. Le métro en ligne, avec sa base comportant les notices biographiques de 17 700 communards. Également accessible en ligne, la base de Jean-Claude Farcy concernant la répression judiciaire de la Commune de Paris, qui rassemble des informations nominatives sur les 41 375 personnes qui ont été poursuivies par la justice militaire et le tribunal correctionnel de la Seine. Et on a enfin l'ensemble des données compilées par le docteur Louis Bretonnière au prix d'un travail de bénédictin mené pendant une vingtaine d'années, qui s'intéresse non pas aux individus, mais à ce qui s'est passé dans chacune des rues de Paris. Bon, du fait du manque de temps et des moyens humains, l'exploitation de cette gigantesque base de données est encore incomplète, 2500 rues répertoriées, mais dans un avenir proche, ça sera sans doute mieux valorisé selon des modalités qui restent à définir. Bon, tout à l'heure, Paul et Julien vous parleront des cartes interactives qui ont été construites à partir de cette base en particulier. Bon, pour finir, je voudrais vous dire quelques mots de la carte essentiellement dynamique des opérations militaires. Donc, au départ, la zone concernée déborde largement sur les limites de la capitale, puis la focale se restreint progressivement avec l'entrée et la progression de l'armée versaillaise dans Paris. Et donc, très rapidement, ça va se limiter au quart nord-est de la capitale. Une fois la reconquête de Paris achevée, il est temps de faire le bilan des dommages matériels subis par la ville. Dégâts importants en termes de bâtiments détruits, endommagés ou incendiés. Ce qui nous ramène, d'une certaine manière, à la géographie urbaine. Bien que l'armée versaillaise ait occupé pratiquement la moitié de la ville en 48 heures, en partant du 16e arrondissement. Les destructions sont lourdes, très lourdes, dans les quartiers ouest, alors que les incendies ont été limités. Destruction due au bombardement de l'artillerie lourde de l'armée versaillaise. Et ces destructions, ils sont comparativement plus nombreuses qu'elles le seront dans le reste de la capitale. On constate aussi des destructions importantes dans les quartiers où les combats ont été particulièrement durs. Les bâtiments endommagés, seulement endommagés, balisent essentiellement la progression de l'armée versaillaise qui, à chaque fois que cela a été possible, a privilégié les cheminements en perçant les cloisons à l'intérieur des bâtiments afin d'éviter d'attaquer frontalement les barricades et en pouvant les tourner. Les incendies, systématiquement attribués aux communards, souvent à tort, comme le général Vinoy l'a lui-même reconnu tout de suite après la Commune. Ils ont certes été spectaculaires, mais en nombre somme toute limité. 238 bâtiments incendiés, comptabilisés officiellement, qui sont à comparer avec les 10 000 demandes d'indemnisation pour les dommages subis, causés aux bâtiments pendant les opérations, ou du fait des opérations militaires. Alors, passer le temps du tourisme des ruines, va donc se poser très vite la question de la reconstruction, de l'effacement des stigmates de la guerre civile, afin de fermer rapidement la parenthèse. Non seulement il est urgent pour le pouvoir de minimiser la portée des dommages, de déblayer, de relever tout ce qui peut l'être, mais aussi, il entend bien, entre guillemets, profiter des désastres. Comme l'a souligné Hélène Lewandowski, les destructions de mai 1871 vont, dans une certaine mesure, permettre
Une reconstruction plus rationnelle et donner à la nouvelle classe dominante l'opportunité de faire prévaloir des projets qui se veulent sobres et fonctionnels, républicains même, avec les écoles. En introduisant une dimension dynamique supplémentaire, les destructions dues à la commune auront ainsi accéléré la modernisation de Paris en permettant la poursuite et l'amplification des opérations haussmanniennes et en traduisant au plan architectural les transformations politiques, économiques et sociales liées à la révolution industrielle. Voilà, pour conclure ce tour d'horizon forcément sommaire et incomplet, je serais tenté de dire qu'il reste, concernant tous les aspects mentionnés et bien d'autres encore, beaucoup de travail à faire. Et le vœu que l'on peut formuler est que les manifestations comme celle-ci, comme celle d'aujourd'hui, organisées autour du 150e anniversaire, créent une dynamique de recherche équivalente à celle qui a existé autour du 100e anniversaire. Mais en tout état de cause, je crois qu'il n'est pas exagéré d'affirmer qu'en dépit de sa brièveté, la commune aura durablement marqué la géographie parisienne. Il y a du gel.